Hello les méli-mélos, alors je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau sujet, un sujet très intéressant, un sujet qui va nous informer, un sujet qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair sur un phénomène que nous connaissons tous et toutes. On en parle de manière très à l'aise, de manière très vulgaire, parfois dans nos insultes, mais sait-on vraiment de quoi il s'agit? Alors aujourd'hui, on va vous parler de la prostitution et de la prostitution en Martinique. Vous le savez déjà, chez les méli-mélos, on s'intéresse en priorité à ce qui se passe chez nous, même si on n'est pas fermé au monde, mais c'est important qu'on puisse bien définir la question de la prostitution en Martinique. Donc vous avez vu, aujourd'hui, je suis toute seule, mais Ama est avec nous par la pensée. Alors toute seule en tant qu'animatrice, mais finalement très bien entourée, puisque nous avons avec nous aujourd'hui, pour parler de la prostitution, Mesdames Alice Land et Madame Angèle Altius. Oui, c'est bien ça. Ok. Donc toutes deux du mouvement du Nid. C'est ça. C'est bien ça. Comment allez-vous, mesdames? Bonjour Mathilde, merci de nous recevoir sur le plateau. On va très bien aujourd'hui. Merci. Hâte de pouvoir discuter avec vous du coup. Bon, ben, très contente, vraiment très contente. Je pense très contente pour moi, mais aussi pour l'ensemble des téléspectateurs qui pourront être un peu plus éclairés sur la question. Eh bien, bonjour à toutes et tous, du coup. Merci beaucoup pour l'invitation. On va bien, on est un peu fatigué parce qu'il y a eu beaucoup d'actions par rapport au 25 novembre, à la Journée nationale des luttes contre les violences faites aux femmes. Okay. Mais voilà, on est très contente d'être là et on va essayer de répondre au mieux à toutes les questions et d'apporter le plus de précision que possible. Eh bien, écoutez, mesdames, merci beaucoup. On se lance tout de suite dans le vif du sujet. On va se demander déjà, qu'est-ce qu'on appelle la prostitution? En général, on aime bien toujours avoir une petite définition classique, la définition qu'on peut trouver dans un dictionnaire. Mais donc je la propose aux téléspectateurs et puis ensuite, vous me donnerez la vôtre, qu'on puisse un peu affiner et en tout cas la ramener à la réalité de la Martinique. Alors, le Larousse nous dit que la prostitution est un acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes, moyennant finance. Donc, nous, ce qu'on retient, en tout cas, nous, Ama et moi, quand on travaille la question, faut qu'il y ait le consentement, faut qu'il y ait, donc, on nous parle de prostitution égale relation sexuelle avec consentement, avec un ou plusieurs partenaires, moyennant finance, contre de l'argent. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous vois déjà tiquer un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette définition? On tique un peu toutes les deux, puisque bien sûr, on est sensibilisés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu forcément gêné par cette définition qui est assez ancienne, donc ça se comprend aussi, puisqu'il y a des terminologies qui sont un peu embêtantes pour nous. Alors déjà, nous, on ne parle pas tellement de prostitution, on parle plus de système prostitutionnel. Okay. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on pointe toujours du doigt la personne prostituée, sans faire forcément le zoom arrière, de se rendre compte qu'en fait, c'est tout un système avec des mécanismes. Un réseau, voilà. Exactement, et qu'il y a différents acteurs et que cette personne-là, en fait, elle est un petit peu en bout de chaîne et elle s'est trouvée dans cette position-là, mais il faut comprendre tout le reste. Donc, il y a bien sûr, on pense bien sûr aux clients, bien entendu, proxénètes. Au proxénètes, et puis tout au système de traite aussi. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez traite? Ça m'a fait un effet traite négrière. Absolument. Okay. Ah, parce que c'est un rapport direct. Okay. C'est le fait, en fait, de commercialiser, de faire un commerce d'êtres humains. Donc du trafic d'êtres humains. Absolument. Okay. Donc le déplacement en vue de la commercialisation. C'est quand même impressionnant qu'on ne trouve pas ça. Nous, on a fait nos recherches et effectivement, pour aller dans le sens de ce que tu dis, Alice, quand on a cherché les différentes sanctions qui existaient, on a trouvé des sanctions pour le proxénète, pour le client, mais on ne nous a pas parlé ni de trafic, ni de quoi que ce soit. Et je parle d'un site, un site gouvernemental, je parle d'un site officiel qui donne des articles de loi sur les sanctions par rapport à la prostitution. Absolument. Alors, il faut savoir que la prostitution, ça reste quand même un sujet sensible, délicat et très invisibilisé. Donc, tant au niveau commun des personnes lambda que même au niveau politique, même au niveau médiatique, c'est quand même quelque chose, même si on en parle de plus en plus, qui reste quand même très invisibilisé. On a du mal à avoir des chiffres, on a du mal à avoir des données vraiment concrètes et tangibles. C'est pas évident, il y en a quelques-unes bien sûr, mais c'est quand même toujours compliqué. Alors la traite a quand même un lien
très étroit avec la prostitution, pas exclusivement, puisqu'il y a d'autres manières de commercialiser des êtres humains, malheureusement. Oui. Malheureusement, vous avez compris. Mais il y a quand même un lien qui est extrêmement étroit, Alors, y compris pour les mineurs. J'ai dit que j'ai compris, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris. D'accord. Et même pour nos téléspectateurs, est-ce qu'on peut développer un peu plus? C'est quoi? Ça se passe comment, cette traite-là? Eh ben, en fait, vous savez qu'il y a des réseaux mafieux qui déplacent des êtres humains dans le but de les exploiter. D'accord? Ça, c'est mondial. Oui. Donc, on sait que, je crois que c'est 94% des victimes de traite sont à usage sexuel. D'accord? Y compris des mineurs. Y compris des mineurs. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que c'est très clair? Oui, la réponse est très claire. Oui, la réponse est très claire. Après, pour revenir du coup à la définition, nous, comme je vous disais, on parle plus de système prostitutionnel parce que c'est important pour nous en fait de changer le langage parce que ça fait changer aussi la réflexion et la vision. C'est ça. Et c'est très important. Exactement. Et donc de toujours braquer la caméra, j'ai envie de dire le projecteur sur la personne prostituée en ignorant le reste. C'est un peu compliqué parce que ça déresponsabilise en fait le reste de la société et le reste des acteurs. Exact. Et c'est un peu... Mais c'est un peu embêtant. Très important en fait. Quand on dit démêler l'œuvre et du faux, démêler l'œuvre et du faux, c'est vraiment de ces informations-là dont on a besoin. On a besoin de comprendre qu'il ne s'agit plus de le ou la prostituée qui est le problème, mais il s'agit vraiment d'un réseau qui génère leur activité. Et j'ai même envie de dire qu'ils les exploitent. Absolument. Voilà, c'est ça. Donc, pour en revenir à la définition, nous, on parle d'échanges transactionnels d'actes sexuels. Donc, ça peut être tant de l'argent, mais ça peut être aussi d'autres types d'échanges. Donc, ça peut être des faveurs, ça peut être le fait d'être hébergé chez quelqu'un, tout simplement. Tu n'as pas d'endroit où aller, donc tu as besoin d'être hébergé et on va te proposer un échange d'actes sexuels contre ça. Et ça, c'est déjà de la prostitution. Ok. Alors, selon la définition, oui, puisqu'il y a une transaction. Ok, d'accord. Selon. Ça peut être aussi, je vous dis des exemples qu'on observe, j'invente pas. Ça peut être contre le paiement de factures, de dettes, de choses comme ça. Ça peut être des cadeaux, entre guillemets. Par exemple, tu as besoin d'un téléphone, tu n'as pas de téléphone. Vous voyez ? C'est vraiment particulier. On a eu une libre antenne dans laquelle on parlait des, justement, sugar daddy. Absolument. Et des cougars, d'accord? D'ailleurs, chers téléspectateurs, je vous invite à retourner. Vous pouvez retrouver la libre antenne soit sur le Facebook de Zouk TV, soit sur la page YouTube. Donc, on a eu cette libre antenne. Donc, on était vraiment dans un contexte assez léger. On discutait de phénomènes de société. Et on était assez d'accord, les trois femmes qui étaient là, pour se dire que on aime critiquer le sugar daddy, donc le monsieur très âgé qui va fréquenter une très jeune, mais on n'oublie parfois de mesurer en tout cas le consensus qui est entre eux en fait. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a souvent, en tout cas lorsque le cadre est sain, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a un faux consentement ou quelqu'un qui est sous pression ou qui vit du chantage, mais lorsque le cadre est sain, peut-être que je vous fais bondir de votre je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on se disait que lorsque le cadre est sain, que le consensus pouvait être OK, parce qu'il y a différentes façons de voir les choses, c'est-à-dire que autant il y a des personnes qui vont croire en l'amour, le respect, la prière 3 fois par jour, enfin chaque personne. Et puis il y a des personnes qui seront plutôt dans cet échange de bons procédés, comme nous on le disait, où j'accepte de t'offrir des faveurs sexuelles et moi je veux bien que derrière tu m'accompagnes dans mes besoins en fait. Et parce qu'on rencontre aussi des femmes qui sont OK avec ce fonctionnement-là et qui ne se reconnaissent pas dans la version, dans la définition en tout cas de la prostitution. D'accord. Et donc du coup, vous, par rapport à tout ce sur quoi vous travaillez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors nous, ce qu'on explique, c'est qu'en fait, il y a la prostitution, comme je vous le disais au début, c'est quelque chose qui est très invisibilisé, très banalisé, très normalisé. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui a quand même une culture et une histoire patriarcale, donc forcément, il y a des conséquences sur nos fonctionnements, comment je me construis moi en tant que femme, comment le monsieur va se construire en tant qu'homme.
les projections qu'on a de nous-mêmes, comment on va se projeter dans la vie, qu'est-ce qui va être acceptable, inacceptable, qu'est-ce que je m'autorise ou non à faire en tant que femme et homme. Et ça, forcément, ça a des incidences sur comment je vais me comporter. Vous avez dit plusieurs fois la notion de consentement. C'est vrai que ça, c'est très compliqué parce qu'en réalité, je rappelle quand même qu'au niveau pénal, mais si on en reparlera plus tard, mais la prostitution en France est reconnue comme étant une violence faite à la personne et elle s'inscrit dans le continuum des violences faites aux femmes. D'accord. Donc ça, c'est clair, c'est concret, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc on ne peut pas vraiment dire oui, mais finalement, peut-être que oui, peut-être que non. Non, c'est clair et précis. D'accord. D'accord. Alors, là, on est quand même sur un discours très légaliste, que je comprends. Bien sûr. Que je comprends, mais parce c'est vrai que mon approche... C'est pas moi qui l'invente, c'est dans ce sens-là. Non, mais je comprends c'est aussi. pas uniquement mon opinion. Après, pour vous répondre par rapport au sugar daddy, etc., déjà, je comprends pas très bien la relation entre cougar et sugar daddy. Alors, la cougar, c'est la femme plus âgée qui fréquente des jeunes, toujours avec ce consensus d'échange de bons procédés. Alors, dans la définition stricte, c'est surtout il n'y a pas d'échange monétaire ni autre. Alors, c'est le fait d'avoir une attirance, un intérêt vers la femme plus âgée vers les plus jeunes. Non, mais justement en fait, et c'est là où je disais que la définition que vous donnez, elle est très légaliste et je la comprends. Je comprends qu'on ait un besoin de fermeté dans la définition parce qu'on vous apprêtez à accompagner la masse en fait. Vous ne pourrez pas faire de l'à peu près. Donc il faudra... Voilà. Et puis surtout, c'est pas mon opinion subjective, c'est pour mettre aussi un cadre. Mais c'est vrai que nous, dans notre approche, on laisse justement la place. Parce que si on s'arrête aux définitions strictes, il y a beaucoup de pariatisation. On est vite catalogué, on est vite mis dans des cases, etc. Et donc nous, si vous voulez, chez Méli-Mélo, on a envie quand même qu'il y ait... qui est aussi, ok, voici la définition qu'on me donne. C'est comme, bon, je vais prendre, on parle de violence envers les femmes, on a abordé ça dans l'émission, où on a voulu parler du fait que deux parents se séparent, qu'il y a de la violence. En fait, l'émission s'appelait « Mon compagnon est violent et nous avons un enfant. Que faire ?» On a voulu inviter une spécialiste de la chose et de la question sur le plan légal pour pouvoir discuter de ça. Sauf que lorsqu'on a échangé avec elle, elle était hyper justement légaliste et elle était en train, si vous voulez, de soutenir un mouvement qui accroît la violence faite aux femmes. Absolument. Quand la loi vous dit c'est son papa, il est reconnu, il faut le lui donner, etc., alors que vous avez signalé par exemple que le papa a eu des comportements inappropriés envers l'enfant, quel que ce soit d'ordre sexuel, que ce soit d'ordre violence physique, correctionnelle, que ce soit, etc. Vous avez déjà vu ces témoignages-là de femmes qui vont jusqu'au... Bien sûr. Voilà, pour dire... Mais la loi, en réalité, devrait protéger ses enfants. Elle existe. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas appliquée dans la... Exactement. Donc, et c'est pourquoi... Je ne suis pas sûre que ce soit l'approche légaliste qui soit mauvaise. C'est que dans le fonctionnement qu'on a, elle n'est pas appliquée, quand vous avez un problème... Vous allez voir un médiateur judiciaire, vous allez voir un avocat, vous allez voir le juge des affaires familiales, le juge des enfants, c'est eux les représentants de la loi. C'est le gendarme, le représentant de la loi. Mais c'est que la loi n'est pas bien appliquée dans ces cas-là. Et c'est pourtant eux qui... Et aujourd'hui, en attendant que la loi soit bien appliquée, les femmes qui sont face à ces situations-là cherchent des solutions palliatives. Et se retrouvent même parfois en prison, je sais. Est-ce qu'on va sacrifier nos enfants ou est-ce qu'on va essayer de contourner malheureusement la loi pour essayer de garantir le plus de stabilité, ne serait-ce que psychique, à son enfant? Mais en vérité, dans ce cas-là précis, c'est plutôt des défauts humains, j'ai envie de dire, parce que la loi protégerait ses enfants normalement s'il était bien appliqué. Mais bon, je comprends ce que vous voulez dire. Et donc là, pour revenir à ça... C'est dans ce sens-là que, même s'il y a la définition très légaliste, on aime bien créer de la discussion pour que chacun puisse se positionner aussi. Absolument. Et trouver une certaine souplesse dans, ok, d'accord, à partir du moment où il y a de l'échange, il y a de la transaction, c'est de la prostitution, mais est-ce que celui qui est dans une situation de sugar daddy ou celle qui est dans la situation de cougar doit se sentir forcément concernée par de la prostitution? Est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Moi, ma réponse, c'est que je ne vais pas parler pour les gens, parce que voilà, je ne suis personne pour parler à la place des gens. Ce que je vais juste dire, c'est que socialement, par rapport à notre histoire et à notre réalité sociale et culturelle,
on a tendance vraiment à minimiser, à banaliser, à normaliser et à justifier la prostitution et à mettre un petit peu de paillettes et de dorures sur les choses pour que ce soit plus marketing. On parle d'escorting, c'est joli, c'est glamour. On s'aperçoit qu'en réalité, c'est la même chose, malheureusement. Ouais, on parle de sugar daddy, qui est un mot un petit peu mignon, un petit peu... Ça fait presque envie. En fait, tous ces termes-là, on s'aperçoit que c'est des dérivés d'un même phénomène. Donc, qui vont bien sûr s'opérer avec différentes manières. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être dans la rue, ça peut être de différentes façons. Mais en réalité, les conséquences et généralement les causes sont les mêmes. Donc, c'est des phénomènes qui peuvent paraître différents, mais qui en réalité recouvrent la même réalité. Angèle, tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé vous avez répété beaucoup le mot sain, employé le terme sain. Et justement, on a ce truc-là qui est différent. Enfin, on peut être dans une relation saine où on a un partenaire qui aime nous offrir des cadeaux. C'est une relation saine où en fait, l'échange se fait de façon à ce que moi, je t'aime, je t'apporte une certaine chose immatérielle. Et en delà de ça, toi, tu m'apportes du matériel, des cadeaux, des choses comme ça. On reste dans le cadre sain d'une relation. Quand on prend quelqu'un qui est dans une situation où en fait elle-même se dit qu'elle n'a pas forcément le choix, où en fait justement elle est dans une position où elle ne peut, en fait elle n'a pas d'autre choix que de se retourner vers ça, on change et on passe au cadre de la prostitution. Et du coup dans les cadres du sugar daddy, on va se retrouver souvent avec des jeunes filles qui se disent en fait moi si j'ai besoin d'avoir de l'argent, il faut que je me retourne vers ça. Donc en réalité il n'y a pas un véritable consentement. Elles sont elles ne sont pas contraintes de manière claire et formelle dans la relation, mais elles sont bien contraintes par autre chose, soit par rapport au manque de moyens, soit... d'accord. Donc en fait, ça revient encore à cette question de consentement. En fait. Absolument. Donc Angèle l'a très bien dit, à partir du moment où on se dit je le fais parce que j'ai besoin, si tu avais pu pouvoir avoir ces rapports sans avoir de contrepartie, on n'appelle pas ça prostitution. C'est ça. Mais si tu es contrainte, donc nous on parle souvent de non-choix, parce que c'est vrai qu'on nous renvoie toujours la question du choix, c'est pas évident, c'est compliqué, puisque c'est pas facile à juger en fait. Mais en fait, quand la personne est contrainte et n'a pas d'autre option, on va parler de non-choix. Alors après, il y a aussi autre chose qui rentre en compte, qui est un dénominateur commun chez toutes les personnes qui arrivent en prostitution à un moment de leur vie, c'est qu'il y a toujours un parcours de violence derrière. Donc, c'est systématique. C'est systématique. Chez nous, mais globalement. C'est systématique. C'est-à-dire que cette personne-là, elle va avoir au cours de sa vie... Alors, je vais parler du coup des femmes qu'on accompagne puisqu'on les connaît directement, c'est pas des chiffres. Systématiquement, c'est des personnes qui, depuis leur enfance, vont cocher toutes les cases du parcours de violence. On commence par l'inceste, violence intrafamiliale, famille très pauvre, agression, viol, tout ce que vous imaginez. Donc forcément, la personne est très vulnérable, elle a été fortement affectée dans son estime d'elle-même, dans son rapport à son corps, dans sa construction. Et on sait bien qu'en fait, ça, ce sont des facteurs fragilisants qui vont, au moment où peut-être il va avoir une crise dans sa vie familiale, sociale, financière, bien entendu, peut-être des addictions, mais qui généralement résultent déjà de tout ce parcours-là, en fait, ça va conduire cette personne, une fois qu'il y aura des mauvaises rencontres, qu'il y aura vraiment la goutte d'eau qui va faire le basculement, qui va emmener cette personne vers la prostitution. Ça ne tombe pas du ciel. Une personne qui est armée, qui a eu un parcours solide. Alors des fois, en apparence, ça paraît tout bien, et puis quand on creuse un peu, les apparences sont trompeuses, mais ça, c'est vraiment le dénominateur commun, vraiment. Et bien souvent, on a des femmes qui arrivent, qui nous disent, on leur demande, est-ce que vous avez subi de la violence ? Non, non, non. Et puis quand on pose des questions un peu plus pointues, tout au long de leur vie, simplement, elles n'ont pas posé ces mots dessus, puisque c'est compliqué. Elles ne l'ont pas conscientisé. Absolument, c'est compliqué. Et je pense qu'on est toutes, ça nous est tout arrivé de vivre quelque chose, de pas réussir à poser le mot dessus, de culpabiliser, etc. Et d'avoir besoin d'une autre personne pour nous mettre le doigt dessus, pour nous dire, bah non, ce que tu as subi, c'est de la violence. Je comprends très bien. Et du coup, donc, je rebondis à quoi elle ressemble. Alors, je dis elle, c'est même un abus de langage, puisqu'on a souvent tendance à penser que la prostituée est une femme, mais on va plutôt dire la personne prostituée. Donc, on va considérer que mon elle correspond à la personne prostituée. Ou je peux dire il, hein. Comme ça, il y aura les prostituées et les prostituées et eux. Hein. Alors,
pour répondre quand même là-dessus, on sait quand même au niveau des chiffres que je crois que c'est 94% des personnes victimes de prostitution sont des femmes. Ok. Donc, pas exclusivement, vous avez raison de le souligner, c'est vrai, mais une très grosse majorité, et 99% des clients sont des hommes. Ok. Donc on revient un petit peu aux violences. Voilà, c'est ça. Et il y a une égalité, en fait, sociale entre la femme et l'homme. Donc je vous laisse continuer la question. Alors, du coup, avant, on va montrer un petit peu à nos téléspectateurs une image de ce à quoi, selon nous, Méli-Mélo, pourrait ressembler une prostituée. Et ensuite, on décrypte un petit peu. Donc, je les laisse regarder l'image de la prostituée, en tout cas en Martinique, et peut-être à travers le monde. Je ne sais pas si on a l'image. Voilà. Donc, en haut, on a l'image classique, l'image, le stéréotype, ce qu'on voit aussi. Alors, je dis le stéréotype, mais aussi ce qu'on voit. Et on a volontairement mis l'image d'un homme et d'une femme tout à fait... lambda. Voilà, exactement, des personnes tout à fait normales, pour montrer aussi que la personne qui se prostitue n'est pas forcément la femme ultra sexy, ultra aguicheuse, etc. Et le contraire aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis très sexy que je suis une prostituée ou que j'offre des accès ou des facilités vis-à-vis de ma sexualité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette image? Alors déjà, je reviens toujours aux chiffres parce que ça permet vraiment de comprendre. Il faut savoir que la prostitution de rue, ça représente environ 1/3 de la prostitution globale. Okay. D'accord? Donc, pas seulement ici en Martinique, de manière générale. Donc déjà, on se rend compte que c'est une partie immergée de l'iceberg, si je puis dire. Okay. D'accord? Puisqu'il y a différentes formes de prostitution. Et il y a beaucoup de prostitutions qui ne portent pas leur nom non plus. Ok. D'autre part, comme vous le dites bien, on a beaucoup de clichés, on a beaucoup de représentations, et il faut savoir que malheureusement, ça touche tous les milieux. Ok. C'est global déjà, c'est mondial, et puis ensuite, ça touche tous les milieux. Tous les milieux, même les milieux aisés. Bien évidemment que les milieux pauvres, il va y avoir beaucoup plus de proportions, bien évidemment, et ça se comprend, mais ça touche tous les milieux. Ok. D'accord. Et j'ai oublié ce que je voulais ajouter. Angèle, je te laisse compléter, je vais me souvenir entre-temps. Voilà. Au moins savoir un petit peu si... Alors, on est en train de dire ici que la personne prostituée n'a pas une image typique. Pardon, je sais ce que je voulais ajouter, Par excusez-moi. contre, je veux quand même qu'on ait, si possible, qu'on puisse avoir une idée, un trait, la manifestation de comportement qui puisse nous sensibiliser. Pas pour critiquer, mais peut-être pour accompagner. Je ne sais pas moi, puisque la personne prostituée peut ressembler à vous et moi, comment faire pour me dire, tiens, j'ai l'impression que ma nièce vit quelque chose de particulier en ce moment. Comment faire pour me rapprocher d'elle et, par exemple, au moins la reconnaître. Si j'ai envie d'agir, comment faire pour reconnaître la personne prostituée? Alors déjà, juste ce que je voulais ajouter, c'était que c'est avant tout des femmes. Donc en fait, ça peut malheureusement toucher n'importe quelle femme. Et nous, les femmes qu'on reçoit, c'est des femmes tout simplement qui ressemblent à n'importe quelle femme, donc qui ne sont pas hyper sexualisées du tout. Quand elles arrivent chez nous, ce sont des femmes, ce sont des mamans, bien souvent, elles sont des enfants. Ce sont des filles de leurs parents et ce sont des femmes totalement normales. Donc c'est vrai qu'on a tendance à penser un peu que c'est des catégories de personnes et que c'est presque une identité. C'est pour ça que nous, on a plus tendance à parler de victimes de prostitution ou personnes en situation de prostitution, puisque c'est une condition, c'est pas une identité. Et je l'espère, c'est pas pour toute la vie, c'est pour, je l'espère, un moment. Et à un moment donné, tu ne seras plus cette personne, tu ne seras plus dans cette condition-là. Et après, pour vous répondre par rapport au fait d'identifier pour mieux accompagner, alors vous parlez plus particulièrement des jeunes, des mineurs? Non, pas forcément des jeunes, des mineurs, de n'importe qui. J'ai pris l'exemple de ma nièce, mais ça pourrait être ma marraine, ça pourrait être ma grande-tante, peu importe. Quels sont... Parce que puisque la prostitution est une violence, quel signe peut m'amener à déceler directement la prostitution? Je sais que ma question est quand même compliquée parce que même nous, en tant que thérapeute, il nous faut des fois plusieurs heures pour pouvoir toucher la problématique de la personne que l'on accompagne. Et là encore, ça dépend du niveau de, j'ai envie de dire, de capacité à se dévoiler de la personne qui souffre. Mais on a quand même des signes typiques qui vont nous préorienter
on n'est pas fermé parce qu'on ne veut pas se tromper, mais on a quand même des petits signes. Quels sont les signes qui peuvent nous aider? Et moi, je suis thérapeute, donc j'aurai une certaine minutie ou une précaution que je prendrai. Vous êtes au mouvement du nid, vous êtes habitué, donc vous avez des automatismes et même une façon de fonctionner. Mais monsieur et madame tout le monde, Tati Jacqueline, tonton Gérard, le professeur de lycée, la CPE qui nous regarde et qui soupçonne quelque chose, ouais. C'est quoi les signes pour les aider à... Donc je vais commencer par les personnes adultes. Après on parlera plus précisément des jeunes et des enfants. Donc en fait, il faut savoir que déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de prostitution et qui ne le nomment pas comme tel et donc qui ne l'identifient pas comme tel. Donc ça va être encore plus compliqué. Et c'est comme les violences d'ailleurs. Beaucoup de personnes sont victimes de violences, ne l'identifient pas comme tel. Donc ça va être encore plus compliqué. En plus, il faut savoir que, bien sûr, c'est des personnes qui sont victimes de discrimination, souvent combinées, c'est-à-dire que tu es discriminé par rapport à ta situation de prostitution, tu es discriminé parce que la plupart du temps tu es étrangère. Oui. Tu ne parles pas forcément la langue, tu n'as pas forcément les codes sociaux. Tu peux souvent être en situation d'illettrisme. Est-ce qu'on peut dire alors que la prostituée, la personne prostituée en Martinique existe un peu moins dans les foyers typiquement martiniquais? Non, attendez, je termine juste parce que vous allez voir où je veux en venir. Du coup, c'est aussi des personnes qui vont avoir beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Donc, qui vont faire tout pour cacher cela, puisque c'est extrêmement difficile de pouvoir en parler, de pouvoir l'assumer au sein de la communauté, au sein de la société. Vous imaginez bien que c'est pas quelque chose qu'on peut dire comme ça tranquillement, comme de dire je ne sais pas, je vais promener mon chien. C'est quelque chose qui est quand même très compliqué. Donc ça va être difficile à identifier puisque forcément la personne va faire tout pour que ce ne soit pas identifié. D'accord ? Donc après, ça va être des... Donc ne pas parler de ces activités, bien entendu. Donner quelques baboules. Bien entendu. Voilà, c'est ça. Avoir des horaires, un planning un peu particulier qu'on ne comprend pas forcément. Enfin, cacher cela et le cacher avant tout pour sa propre famille, pour ses propres enfants, pour les préserver tout simplement, parce que la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont aussi dans un sacrifice de leur personne pour le bien-être de la famille. Donc j'ai à ma charge mes enfants, mais peut-être aussi mes frères et sœurs, mais peut-être aussi mes parents. Donc moi, je me sacrifie, je suis dans cette vie-là, je fais ce que je peux pour survivre, en garantissant ma vie sociale autant que possible, et je me sacrifie pour que le reste de ma famille puisse vivre. Au niveau des jeunes et des enfants, tu veux parler un petit peu de ça ? Moi, de ce que nous, on a observé le plus, c'est du point de vue des jeunes et des enfants, on a souvent, en fait, tout à l'heure, ma collègue parlait justement d'estime de soi, personnes qui sont parfois marginalisées, qui sont justement, qui sont dans le cadre par exemple scolaire, qui seront mises à l'écart, etc., qui subiront de l'isolement, même au cadre familial, qui vont subir aussi de l'isolement ou des violences, des formes de violence, et qui du coup vont justement se tourner vers cette en tous les cas, rechercher ailleurs. En tous les cas, c'est ça, voilà. En tout cas, c'est encore pour les jeunes, on a l'intégration par les pairs. Les jeunes ont souvent besoin d'être reconnus par un groupe. Et ceux qui ne trouvent pas effectivement dans la sphère privée, ils vont le chercher ailleurs. Ils vont là, on les accepte. Là, on les demande. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Là, on les demande. Alors, chez les jeunes, on peut observer aussi tout ce qui est changement de l'apparence. Ça peut être hyper sexualisé ou ça peut être au contraire négligé. En tout cas, un changement brutal chez les jeunes. On peut observer aussi, on rencontre souvent le cas de jeunes qui sont placés ou qui sont déjà dans une circonstance familiale compliquée, pas exclusivement, mais bien entendu que ces jeunes sont encore plus vulnérables à cela, comme on l'a expliqué auparavant. En fait, plus tu es précaire et vulnérable, plus ça va te conduire vers la prostitution. Voilà. Donc on peut observer que les jeunes ont des changements de comportement, des changements relationnels, comme disait ma collègue, peut-être qu'ils vont se couper de leur entourage qu'ils avaient auparavant, peut-être qu'ils vont être beaucoup plus sur les réseaux sociaux, en particulier Mime, OnlyFans, tous ces comptes-là. On y reviendra. Voilà, absolument. On peut observer aussi des troubles du comportement alimentaire, de la mutilation, de l'automutilation, scarification, etc. Mal-être.
sentiment de dépression, et en vous écoutant, je trouve soi. que ça devient très compliqué. On avait eu un petit échange de travail, alors peut-être que vous avez déjà vu ça chez vous, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se scarifient, qui se mutilent, et pour qui c'est visible. Et c'est assez troublant pour moi, en tout cas dans mon métier, parce que pour moi c'était, en tout cas quand j'ai commencé, pour moi c'était déjà un acte de l'extrême. Sauf que je vois de plus en plus ces jeunes, souvent des filles, qui se mutilent. Alors la nouvelle technique, donc c'est là où ça devient de plus en plus compliqué, c'est que la nouvelle technique, je dis la nouvelle façon de parler, mais en tout cas une des techniques pour se cacher, parce qu'on vit en Martinique, donc le sweat à capuche en plein midi, c'est pas crédible. Donc du coup, il y aura forcément une tati, un tonton qui va nous dire tirer ça en l'air, café chaud, machin. Donc du coup, c'est plus compliqué de cacher justement les mutilations. Ben, elles vont se mutiler soit le haut des cuisses, soit carrément le sexe, parce que ce sont des endroits qui sont cachés et donc on ne verra pas. Donc ça devient c'est compliqué de pouvoir déceler ça. Alors moi je ne saurais pas répondre s'il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est qu'on en parle plus et que c'est plus visible ? Ou est-ce que réellement il y en a de plus en plus ? Ça, je ne sais pas le dire. Je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, mais en tout cas, c'est plus visible. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que c'est comme les violences faites aux femmes. On a l'impression peut-être qu'il y en a plus, mais est-ce que c'est pas qu'on en parle plus et que c'est plus visible ? Non, moi, je parle vraiment du fait de pouvoir le voir et que ce soit plus ou moins assumé. C'est-à-dire que vous allez, je ne sais pas moi, en soirée. Moi, je vais dans des soirées où des fois, je me retrouve avec des petits jeunes. C'est assumé en soirée. C'est-à-dire que... On va à la pharmacie, et on en voit, on va au cinéma et on en voit, chose qui était quand même plus... Je trouve que c'est moins assumé. Alors je ne dis pas qu'il y en a moins, mais en tout cas c'est vachement plus visible. C'est presque... elles ont leurs bras scarifiés et c'est ok, quoi, avec de grosses cicatrices sans véritablement une volonté de cacher ça, quoi. C'est ça. Alors, pour moi, la scarification, ça reste un appel à l'aide. Du coup, le but, ce sera, même si elle va le cacher, elle va chercher à le cacher dans les actes, au final, c'est quand même d'être vu et d'être entendu, de dire, signaler, là, je suis mal, et il faut que je trouve un moyen d'aller mieux. Et le moyen que j'ai trouvé d'aller mieux en ce moment, c'est de montrer, en fait, que je vais mal. Et du coup, alors, peut-être qu'effectivement, c'est plus visible maintenant qu'on le voit plus, parce que ce sera quelque chose qui a été plus... banalisé, on en parle plus et du coup les jeunes seront plus attirés par le faire, mais ça reste en fait une façon comme une autre d'exprimer son mal-être qui a bien sûr ses côtés négatifs. C'est vrai. Il faut savoir qu'on avait étudié ça notamment par rapport à une série télévisée qui était sortie qui s'appelait, je me souviens plus vraiment, mais Ginger and Georgia ou Georgia and... Je me souviens plus du tout. Et on avait remarqué, parce que dans la série, justement, la jeune se scarifiait, on avait remarqué que nous, on avait un boom dans nos cabinets. Ah, d'accord. Suite à cette série-là. Et donc, du coup, le fait que ce soit une pratique qui soit plus accessible au niveau de la jeunesse, nous, ça nous avait un peu posé problème parce que, du coup, on n'était plus sur le même niveau on avait changé notre façon d'appeler à l'aide et surtout pour des choses... C'est compliqué, je ne vais pas dire moins grave, mais je veux dire que quand on arrivait au stade de se scarifier il y a quelques années, c'est parce que vraiment, on était à un niveau d'asphyxie qui n'était pas le même. Et je ne parle pas de comparaison entre deux personnes, je parle vraiment sur la même personne, comparativement à des appels à l'aide qui pouvaient être faits différemment. Les jeunes vont un peu plus loin aujourd'hui dans l'expression de leur mal-être, je trouve. Okay. Alors, tant mieux si ça se voit. C'est vraiment génial qu'on puisse se voir parce que il y en a plein aussi qui n'ont pas montré et qui ont péri dans leur souffrance. Mais c'est vrai qu'on voit que ça se démocratise un peu. Il y a le phénomène de libération de la parole à partir du moment où on vient poser le doigt et permettre de parler d'un certain sujet. Et on a l'impression que d'un coup, il y a une nuée de jeunes en l'occurrence qui arrivent et on se dit voilà, ça les a incités. Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est tout simplement que ça leur a permis eux-mêmes de prendre du recul sur le sujet parce que c'est compliqué déjà quand tu es jeune et en plus quand tu es dedans d'analyser, de mettre les mots, de se comprendre soi-même, c'est super compliqué. Donc je pense qu'il y a aussi ce phénomène-là de libération de la parole où ok, je comprends mieux ce qui m'arrive. Peut-être je vais le rendre plus visible comme disait ma collègue pour appeler à l'aide, mais je pense que c'est déjà là et que simplement ça permet donc on doit d'ouvrir la porte. Comme finalement un signe positif en tout cas
pas positif du fait de se blesser, mais positif dans le sens où on peut mieux les repérer. Moi qui demandais un signe, ben ça peut en être un, par exemple. Alors, j'embraye, parce que vous savez déjà, quand le sujet est comme celui-là, j'ai pas envie de dire croustillant, même si c'est un terme qu'on utilise beaucoup ici, mais en tout cas, un sujet aussi important, mais le temps ne nous attend pas. Du coup, qu'est-ce que le mouvement du nid? Qu'est-ce que le mouvement du nid? Pourquoi vous vous êtes engagé? Enfin, qu'est-ce qui vous motive, en fait? Pourquoi avoir choisi de vous inscrire? Je sais que c'est un mouvement qui existe à l'international, puisque vous êtes l'antenne de Martinique. Qu'est-ce que c'est? Dites-nous. Je vais faire déjà une présentation rapide de l'association, et puis après, je pense qu'on va s'exprimer un petit peu sur nos intérêts personnels. Donc, c'est une association qui est nationale, comme tu l'as bien dit, qui existe depuis environ 90 ans, qui est assez ancienne. 90 ans? Oui, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est à peu près ça. Qui a 28 délégations. Donc, dans les différentes régions. Donc, nous sommes la délégation de Martinique, qui a été créée en 2016. En fait, le mouvement du nid a pour objectif d'agir sur les causes et conséquences de la prostitution en vue de son abolition. Voilà, très clairement. Donc, en vue de son abolition. Absolument. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on accompagne les personnes victimes de prostitution vers un parcours de sortie. Voilà. Donc on les accompagne, on essaie de faire en sorte de les accompagner de manière le plus large possible, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui touche à l'intégrité de la personne, donc ça veut dire qu'on va devoir agir sur tous les plans. Donc déjà, d'une part, l'accompagnement social. Donc il faut savoir que nous, la totalité en ce moment, des fois il peut y avoir des exceptions, mais en ce moment la totalité des personnes qu'on accompagne déjà c'est des femmes. On est ouvert à tout le monde, mais la réalité fait que ce sont des femmes. Alors, je précise juste, j'insiste bien, c'est bien ce numéro. On peut vous joindre, donc 77 33 22. Absolument. D'accord. Et vous êtes à la rue Lamartine. 122 rue Lamartine, absolument. 122 rue Lamartine, Et du coup, on accompagne les personnes déjà sur tout ce qui est le plan social, donc travail au niveau de la régularisation, puisque bien souvent, c'est des personnes qui ont des problèmes de papier. Ce qui, forcément, tu n'as pas le droit au travail, donc tu te vois acculé à. Exactement. Quand on résout déjà ce problème-là, ça résout déjà... C'est une première porte de sortie, bien sûr. Vraiment très importante, mais sachant que ça ne se résout pas en un claquement de doigts, c'est quelque chose de longue haleine, donc voilà, on travaille là-dessus. Tout ce qui est ouverture de droits communs, donc sécurité sociale, puisque bien souvent, c'est des personnes qui sont en rupture de soins, qui ont de grandes difficultés à pouvoir se soigner, même des choses basiques. Tout ce qui est accès au logement, gestion du budget, etc. Alors, est-ce que le nid est affilié aux collectivités, à la CAF, à la sécurité sociale? On est en lien. Après... c'est pas évident pour autant, puisque déjà on parle aussi du droit des étrangers, donc encore faut-il que ces institutions maîtrisent bien le sujet, et bien souvent c'est pas vraiment le cas, donc c'est très compliqué, c'est laborieux, mais bien sûr qu'on fait le lien. On essaye de mettre en place un réseau le plus large possible, même avec les collèges, les écoles, France Travail, la CAF, comme vous l'avez dit, la préfecture. On est vraiment en lien avec tout le monde, on participe à toutes les réunions, etc., puisque c'est vraiment essentiel. Après, il y a tout ce qui est l'accès aux soins de santé. Donc nous, on a internalisé des permanences de santé au sein de notre structure, de manière à ce que les personnes puissent se soigner. Et on a notamment 2 psychologues qui sont créolophones, anglophones et hispanophones, de manière à avoir ce soutien psychologique, parce que c'est vraiment fondamental, puisque les personnes arrivent dans un état où elles sont vraiment très 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 abîmées, bien souvent en état de dissociation, de stress post-traumatique, qui fait que c'est très compliqué pour elles, je dis pour elles, puisque comme j'ai expliqué, c'est des femmes, c'est très compliqué pour elles de pouvoir fonctionner, j'emploie bien ce mot, dans le quotidien, puisque psychiquement, ça va très très mal. Donc on a bien sûr des personnes aussi qui sont avec des idées suicidaires, etc. Donc vraiment ce soutien psychologique, j'insiste dessus, parce qu'on ne pense pas forcément, on se dit ah oui, besoin gynécologique, mais en fait celui-là, c'est le plus important en réalité. Donc nous on collabore étroitement avec la Croix-Rouge qui porte le parcours de sortie de prostitution, qui est un accompagnement qui permet aux personnes qui le souhaitent, sachant qu'il y a une longue liste d'attente puisqu'il y a très peu de personnes prises chaque année, de pouvoir être accompagnées de manière vraiment intensive pour vraiment, à l'issue de 2 années de parcours, pouvoir vraiment s'insérer socialement et professionnellement, bien sûr, surtout. Même 2 ans. Voilà, c'est 6 mois renouvelables 3 fois. Et en fait, ça permet, à l'issue de cela, de vraiment avoir
toutes les conditions nécessaires pour sortir définitivement, en tout cas c'est le but de la prostitution. Après, vos motivations du coup, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit bon ben moi je me lance et je vais m'investir dans cette association-là? Moi j'ai toujours eu une attirance personnellement vers déjà tout ce qui est pour la lutte des violences faites contre les femmes. Donc dès le départ, j'avoue que l'association m'a attirée directement puisqu'on était justement dans cette visualisation de pouvoir abolir le système prostitutionnel et ne serait-ce que faire la différence sur ces mots-là. C'est quelque chose qui, tout de suite, j'ai pu comprendre vers quoi je me dirigeais, vers quelle personne que j'allais retrouver et quelle dynamique que j'allais retrouver. Et c'est pour ça que je me suis dirigée personnellement du coup vers l'association. Ok, d'accord. Donc une féministe. Oui. D'accord. Et moi, ça a été un petit peu différent dans le sens où j'ai commencé par des ateliers avec des enfants et c'est ça qui m'a familiarisée. Donc c'était au sein du Terre-Saint-Ville, donc c'est ça qui m'a familiarisée un petit peu avec ça. Donc c'est vrai, auparavant, j'avais expliqué que moi j'ai vécu au Terre-Saint-Ville, donc c'est un phénomène aussi que je voyais, mais un petit peu de loin, en me sentant pas très concernée comme la plupart des gens. On ne se sent pas très concerné. Mais effectivement, en me rapprochant, j'ai compris aussi que moi, comme personne lambda, j'avais aussi quelque part ma part de responsabilité, puisque en vérité, on parle de système prostitutionnel, mais ça parle aussi de notre culture et de nos comportements qui peuvent paraître banals, peut-être avec des petites blagues, peut-être avec des comportements qui finalement permettent que ça continue d'être acceptable. C'est ça. Sans avoir cette intention-là au départ, bien entendu, mais en vérité, culturellement, au niveau de la littérature, au niveau du cinéma, au niveau de nos blagues, de nos plaisanteries, on participe aussi un petit peu, c'est des petites gouttes, on participe aussi à cela. Donc c'est important aussi qu'aujourd'hui, moi, avec ma petite pierre à l'édifice, j'ai envie de participer, au contraire, en fait, à rétablir quelque chose qui me paraît plus juste, plus équitable et plus normal. Ça me paraît pas normal qu'il y ait des personnes qui doivent subir cela. Je le voudrais pas pour mon enfant. Vous avez aussi, a été, puisque là c'est plus toi tu as parlé de ta lutte féministe. C'est ça. Et toi c'est vraiment par rapport aussi l'influence de Terre-Saint-Ville où tu les as vus. C'est-à-dire que, et du coup j'ai une question par rapport à ça. Moi j'ai jamais vécu à Fort-de-France. Donc, j'ai vécu à la campagne, j'ai vécu dans des endroits où il y avait peu de voisinage, etc. Je n'ai jamais vu une prostituée de près. Ni une, ni un. Et c'est vrai que chaque fois que j'en ai vu, c'était au Terre-Saint-Ville. Bien sûr. Où sont les prostituées de Martinique? Ou peut-être que vous envoyez beaucoup de femmes qui sont en situation de prostitution, mais vous les identifiez pas comme telles. Voilà, je parle vraiment effectivement. Mais je suis d'accord avec vous. Je parle effectivement de la prostituée au travail. Prostitution de rue. Voilà, prostitution de rue. Voilà. La plus visible. La plus visible. La prostitution de rue, pour être très précise. Où est-ce qu'on les retrouve, ces prostituées-là? Quand je dis où est-ce qu'on les retrouve, je veux savoir, l'indication que je veux avoir, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est surtout représentatif d'un quartier et d'un mode de vie? Parce qu'en parlant en toute transparence et sans tabou aucun, parce qu'en soi, il n'y a pas de honte à cela, on est d'accord que le quartier Terre-Saint-Ville est quand même un quartier cosmopolite, où on a vraiment des personnes qui viennent de tous horizons. J'ai un ami, par exemple, qui a enseigné au collège Aimé Césaire et qui me dit, écoute, c'était franchement folklorique pour lui parce que il avait des élèves qui parlaient espagnol, il y avait les groupes, il y avait les clans. C'était vraiment impressionnant, chose qu'on va un peu moins se retrouver dans d'autres établissements qui sont moins confrontés à cette diversité culturelle, ethnique, enfin, je ne sais pas si ethnique est le mot, mais en tout cas culturelle. Oui. Moi, j'aurais aimé savoir de manière globale où se situe, où trouve-t-on, même si on sait que la majorité est à Terre-Saint-Ville, mais les prostituées en Martinique, toujours dans cette question de sensibilisation. Est-ce que parce que je suis dans ma campagne du gros monde, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas concernée par ça? Est-ce que parce que je suis au Trois-Îlets que je ne suis pas concernée par ça? C'est ça en fait. Alors, à partir du moment, de ma question. Oui, bien sûr. Alors, à partir du moment où il y a précarité, pauvreté, ça entraîne tout ce qui est trafic, violence et prostitution. Donc nécessairement dans des zones géographiques en Martinique et ailleurs, dès qu'il y a des zones, des quartiers où il y a plus de précarité, forcément il va y avoir plus de prostitution, en tout cas plus visible. Après,
on sait très bien qu'en réalité, malheureusement, la prostitution est présente partout, sous bien souvent d'autres formes. Bien souvent, nous, on propose d'intervenir dans tel ou tel secteur. On dit « non, mais il n'y a pas ça chez nous ». Et en fait, plus ça va, plus on nous appelle au contraire dans des communes un petit peu excentrées, etc. en disant « bah si, en fait, là, dans ce lycée, dans tel truc, on a telle problématique, on ne sait pas quoi faire ». S'il vous plaît, une petite formation, une petite intervention, parce qu'en réalité, même si ce n'est pas directement visible, bien sûr qu'il y en a malheureusement. Donc on peut entendre que la prostitution concerne toute la Martinique et que vous êtes appelé pour des situations qu'on peut retrouver ailleurs qu'à Fort-de-France. Absolument. Alors, bon, mesdames, je suis obligée d'activer, je vous avais déjà prévenu, le temps passe vite. J'ai quand même, avant de passer aux questions des abonnés, quelques questions qui, à mon avis, sont importantes. Quand on nous parle de la prostitution dans les émissions, dans les reportages, etc., je sais qu'il y en a eu une il y a quelques années par une chaîne locale, mais celles qui sont très accessibles nous parlent souvent de la République dominicaine, voilà, avec le tourisme sexuel. Sauf que nous, en Martinique, on a sensiblement le même climat, on a de très belles plages aussi. Est-ce qu'on est concerné par le tourisme sexuel? Est-ce qu'on parle de tourisme sexuel pour la Martinique? Beaucoup moins, mais il s'agit surtout du niveau de vie en fait. C'est pas tellement le climat, etc. C'est surtout en fait la réalité sociale, financière qui implique cela. Donc la Martinique, étant donné que même s'il y a de la pauvreté et que ça existe beaucoup moins que d'autres destinations comme tu l'as dit, la République dominicaine ou d'autres destinations qui vont être plus pauvres tout simplement. Donc c'est vraiment une question d'argent. Voilà. D'où la question du système. Je suis obligée de faire la petite parenthèse dessus, la question de la vie chère. Et je le disais tout à l'heure en off, avant qu'on commence. Je disais qu'il y a la petite blague, c'est vrai que bon, il y a l'insulte, tu n'es qu'une PUTE, enfin on la connaît, mais je veux dire, la petite blague qui existe de plus en plus, que je revois de plus, que j'entends de plus en plus dans les conversations, ou quand on dit que c'est cher, même avec mes voisins de bureau, je rigole parce qu'on le dit avec... c'est de l'humour noir, mais on se dit, à quelle heure tu descends? Parce que là, franchement... les impôts vont passer ou telle chose. On en rigole. Mais je trouve qu'on en rigole de plus en plus facilement. Alors, je trouve que j'ai pas l'impression qu'on aurait rigolé de ça aussi facilement il y a quelque temps. Est-ce que vous avez perçu un autre regard sur la question? Est-ce qu'on est de plus en plus concerné par... Est-ce qu'on est de plus en plus en risque d'avoir un recours à la prostitution à cause de la vie chère qui touche de plus en plus de monde? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, je pense que déjà, quand on en revient toujours à la même chose, quand individuellement, on a quand même, on est un petit peu favorisé d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on a pu étudier, on a quand même un soutien familial ou un entourage qui est un petit peu solide derrière, on n'est quand même pas en risque au niveau de nos besoins primaires de se nourrir, son logement, que ses enfants soient en bonne santé, on est quand même moins encline à avoir recours à être au pied du mur et à n'avoir pas d'autre solution pour subvenir à ses besoins primaires que d'avoir recours à cela. Donc je pense qu'on peut en rigoler comme vous dites, mais c'est encore un petit peu une banalisation, comme on ferait des blagues d'un autre genre, mais qui banalise un peu ces phénomènes sans comprendre tout ce que ça implique. Mais en réalité, quand on a tous ces bagages-là, même si effectivement on est plus précaire financièrement par rapport à tout ça, ça c'est une réalité, on va pas se mentir. Oui, c'est ça. Mais on aura d'autres solutions avant. Fort heureusement, on aura d'autres solutions. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, j'allais juste ajouter qu'en fait, c'est la vulnérabilité de la personne. Tout à l'heure, tu parles de vulnérabilité. Et en fait, la situation de vulnérabilité est totalement différente. Comme tu disais, on vient avec un bagage, souvent une éducation derrière, qui ne sont pas forcément les mêmes conditions qu'on retrouve dans certains pays beaucoup plus pauvres qui sont en développement et où les personnes ne se disent pas moi j'ai ce bagage-là, où en fait je pourrais me débrouiller autrement plutôt que proposer mon corps à des services. C'est ça. Et c'est très vrai, je rajoute à ce que tu viens de dire, la question de l'éducation et des compétences en fait. Quelqu'un qui ne sait pas remplir un document aura du mal à se rapprocher du CCAS de manière autonome, ne saura peut-être même pas que le CCAS existe.
n'aura pas toutes les ressources effectivement pour essayer les autres pistes avant cette piste ultime en fait. Il faut savoir aussi que les personnes qui viennent nous voir, généralement elles toquent à toutes les portes. Et qu'en fait, il y a aussi le fait que c'est très compliqué pour résoudre leur situation, puisque c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tu n'as pas ton numéro de sécu, donc tu ne peux pas toucher la CAF, donc tu ne peux pas t'inscrire à Pôle emploi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est surtout est-ce que ça concerne surtout les étrangers ou nous avons des Martiniquais natifs concernés par la prostitution qui se retrouvent dans ce cas-là aussi? Alors, nous, il y a une grande majorité de femmes migrantes et c'est une des raisons fondamentales qui les emmène à. Oui. Après, il y a aussi des personnes qui sont là depuis, qui sont nées là. On a des enfants qui sont nés de parents étrangers ici, qui sont encore dans des déboires de régularisation, avec des choses qui sont très précaires, avec des récépissés, avec des types courts, et que ça fragilise énormément, forcément. Alors, ma question est un peu... Et ensuite, au niveau des personnes qui n'auraient pas cette difficulté-là, il peut y avoir d'autres difficultés. Donc, comme on disait, des facteurs qui les rendent vulnérables à d'autres niveaux. Il peut y avoir des soucis, donc des parcours de violence, comme on le disait. Ça, c'est vraiment fondamental. Des ruptures avec la famille, l'entourage, ne pas avoir de soutien et d'être du coup livré à soi-même est beaucoup plus fragile au niveau des recours que tu vas pouvoir avoir et des personnes que tu vas rencontrer aussi qui vont utiliser cette vulnérabilité, forcément. C'est-à-dire qu'à la limite, il faudrait être vraiment dans du cas par cas. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des parcours... De toute façon, c'est des individus. Hein. Donc après, il y a des choses qu'on va retrouver, comme la situation d'irrégularité, forcément que c'est un facteur très aggravant. Et après, aussi, le parcours de violence qui est vraiment fondamental, comme je disais. Alors, avant de passer aux questions, il y a une dernière, des questions des abonnés, je parle, il y a une dernière que je voudrais quand même que l'on traite, avoir votre avis là-dessus. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, quand tu expliques que l'une des problématiques, c'est effectivement, tu n'as pas ton numéro de sécu, donc tu ne peux pas avoir la CAF, donc tu ne peux pas avoir ci, tu ne peux pas avoir ça, donc on est dans un tourbillon ultra négatif qui nous empêche de sortir du réseau de prostitution. Absolument. Du système de la prostitution. Et je posais la question de savoir, est-ce qu'il y a des Martiniquais qui sont concernés? Tu m'as parlé de Martiniquais qui sont nés de parents étrangers, mais moi je veux savoir s'il y a des Martiniquais nés de parents martiniquais avec nationalité française qui se retrouvent dedans. Et pourquoi je pose la question? Parce qu'il faut aussi, je parlais d'ouvrir les angles de vue, hein, sans pour autant faire l'apologie de la prostitution. On a bien compris que la question du consentement nécessite aussi de fouiller au niveau des contraintes, parce que je peux dire oui, je le veux, mais en réalité, je suis contrainte, même si je donne un oui enjoué. Mais quand on fait le point sur ma situation, on réalise que si j'avais pas ces contraintes-là, peut-être que j'aurais voulu un peu moins. Donc, je pose la question, est-ce que la prostitution, même si j'ai bien compris, vous avez été clair dessus, mais je pose ma question quand même, est-ce que la prostitution est-elle toujours une pratique négative? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une prostitution sécurisée et maîtrisée? Et quand je parle de sécurisée et maîtrisée, c'est comme ça qu'on peut retrouver par exemple dans l'acting pornographique, par exemple, où il y a des protections, où la personne décide de ses tarifs, la personne décide du lieu où elle pratique sa prostitution. Allons au plus loin, à ses gardes du corps, voilà, peu importe, mais donc une pratique sécurisée, maîtrisée. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette prostitution-là répondrait à un choix libre et consenti? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a des personnes qui aiment tout simplement avoir une sexualité, aiment le sexe, tout comme moi j'aime la formation et je choisis de créer un centre de formation? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des personnes qui aiment le sexe, qui aiment pratiquer le sexe et qui décident, je vais en faire mon métier, tant qu'à faire, on parle du plus vieux métier du monde, il y a des pays où c'est légal, moi je vais prostituer et ça me va. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a ce cas-là et est-ce que ça existe en Martinique? Alors, si je peux répondre, en fait, comme vous disiez, il y a plusieurs systèmes, en fait, plusieurs réactions des États au système prostitutionnel. Donc, on a l'approche prohibitionniste qui interdit complètement à la prostituée, proxénète et client. Ok. Complètement, ils sont tous les droits, du coup, tous les trois, pénalisés. C'est ce qu'on a, nous, en Martinique et en France? Non, c'est pas ça? C'est ça. Après, il y a ce dont vous parliez aussi, la réglementariste, où en fait, ce sera encadré, où les personnes qui
sont en situation de prostitution, elles sont dans un métier qui est du coup encadré, qui a des taxes ou qui est suivi également. Il me semble que c'est le cas de l'Allemagne. Aussi à Amsterdam, en Hollande, etc. Voilà, l'Autriche aussi, je crois. Il y a une dizaine de pays européens. À Saint-Martin aussi, d'accord. Ah oui, la Hollande, la partie hollandaise, ouais. Et du coup, nous en France, ce qu'on a, c'est le système qui est prohibitionniste. Où du coup, le client... Prohibitionniste, oui. Abolitionniste, pardon, oui. Et du coup, où le client et le proxénète seront pénalisés et où on va chercher à protéger plus la personne qui est en situation de prostitution. Du coup, par rapport à la question que vous avez posée, pour moi, justement, le problème qui va se poser, c'est le fait de pouvoir échanger contre une compensation tarifaire. En fait, son corps, c'est sa personne, son corps. Quand vous parlez de formation, on transmet des savoirs. Ça reste un degré en dessous que de donner de son corps, de sa personne, pour des biens. Et personnellement, en tout. Et c'est ce qui est difficile, c'est que ça, c'est une vision qui est très subjective. C'est une vision qui est très subjective. J'ai des personnes, par exemple, qui vont me dire ah non. Si je parle plus de la prostitution, je parle de la relation homme-femme. Il y a des femmes qui vont vous dire ah non, mais je ne peux pas donner mon corps à ce gars-là, il faut que j'attende, je vais être sûre que ce soit le bon, etc. Et puis vous avez des femmes qui disent ah non, je veux savoir maintenant de quoi monsieur est capable, je ne vais pas me marier avec monsieur, et puis le soir de la lune de miel, je réalise que monsieur est atteint de troubles érectiles ou qu'il a un trop gros sexe et qu'il me fait mal, je veux tester mon truc maintenant. Donc en fait, c'est très subjectif, c'est-à-dire que quel est mon jugement? C'est-à-dire que dire que c'est donner son corps, c'est porter un jugement sur une pratique très personnelle et en même temps, parce qu'il y a des gens qui sont, comme je vous ai dit, avant qu'on commence l'émission, moi je ne connais pas la prostitution. Et je crois qu'il est important de ne pas banaliser, parce qu'on a tellement banalisé que je pense que moi aussi, faisant partie de la société, je suis sous la joute de cette banalisation-là. Et donc, notre objectif dans Méli-Mélo, c'est de dire aux gens, attention, ne banalisons pas la situation. Maintenant, parce que Méli-Mélo, c'est aussi démêler le vrai du faux et laisser la place à toutes les postures, sauf celles qui visent à nuire aux autres, pour soi-même, nous, on rencontre des femmes qui nous disent... je sais pas, moi, j'ai aucun problème avec telle ou telle pratique, c'est ok pour moi, et à la limite, c'est ce que je veux. Est-ce qu'on peut imaginer que pour moi, ça me dérangerait de vendre mon corps, mais ces personnes qui veulent vendre leur corps... Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose que de donner son corps. En soi, c'est pas l'acte de donner son corps, on donne son corps à qui on veut, on le donne dans les circonstances qu'on veut. Par contre, dans certaines circonstances, il faut se rendre compte qu'en fait, qu'il y a un déséquilibre qui est mis en place. Et c'est dans ce déséquilibre-là qu'en fait, on retrouve justement la prostitution et pourquoi, en fait, tous les aspects négatifs de la prostitution, le déséquilibre, tout à l'heure, on parlait de vulnérabilité. Une personne qui sera du coup en situation de vulnérabilité, qui va donner son corps parce qu'elle est dans le non-choix, ce sera ce sera une situation différente de quelqu'un qui, comme vous disiez tout à l'heure, a envie de savoir, en fait, avant la nuit de noces, comment ça se passe dans la chambre et qui va, en fait, donner et la personne qui a envie d'en faire son métier. Alors, du coup, je complète. Il y a aucun... Enfin, je veux dire, il y a des personnes, comme vous dites, qui aiment le sexe et on est nombreuses et nombreux dans ce cas et c'est quoi de plus normal. Comme ceux qui aiment moins, etc. Voilà. Et en fait, c'est comme disait ma collègue, à ce moment-là, il n'y aurait pas cette nécessité d'échange tarifaire. Tu vivrais ta sexualité en toute liberté et sans aucune contrainte. J'ai un doute quand même. Je termine. Et du coup, comme tu l'auras remarqué, on n'a jamais parlé de travail du sexe parce que nous, et d'ailleurs la France non plus, le système français ne reconnaît pas la prostitution comme un travail du sexe. Puisque en fait, il n'y a rien qui... Il n'y a pas de diplôme, n'est-ce pas, qui t'emmène à avoir cette activité. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas tout ce qui pourrait correspondre à un travail. D'accord ? Non ? Non, pas d'accord. Pourquoi ? C'est-à-dire, pas d'accord avec la définition. Tu as des écoles ? Non, pas. Mais justement, en fait. Et bon, malheureusement, nous, on invite les gens à être dans cette considération-là. J'ai un centre de formation et de développement de compétences. Donc, je suis la première à valoriser la formation. Mais je dis aux gens aussi que la formation n'est pas une condition sine qua non. Il y a des personnes qui sont multipotentielles, il y a des personnes sûr. Donc, par rapport à cette question-là, le fait qu'il n'y ait pas de diplôme, de manière globale,
je mets juste, moi en tout cas, une alerte où il y a des personnes qui, sans diplôme, peuvent créer et peuvent, voilà. Mais je le parle pour ce cas précis, voilà, en l'occurrence. Donc c'est pourquoi, si c'est valable pour la maçonnerie, je pense que si on parle de travailleurs du sexe, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de diplôme en sexualité que ça ne peut pas être un travail. Moi, après, tu peux être sexologue. Enfin, je veux dire, il y a d'autres diplômes qui concernent la sexualité, mais qui ne sont pas de ce ressort. Mais le sexologue ne pratique pas. Exactement. Le sexologue, c'est un thérapeute. Mais c'est exactement ce que je vous dis. Voilà. Donc, et le sexologue n'aime pas forcément la sexualité. Mais exactement, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a quand même des diplômes dans la branche de la sexualité, mais en réalité, quand on parle de prostitution, on se rend compte qu'il s'agit beaucoup moins de sexualité que de domination et de violence. Et comme disait ma collègue, à partir du moment où tu es contrainte, il s'agit d'une violence et d'une atteinte à ton intégrité. Je comprends. Après, moi, comme je dis toujours, je ne vais pas parler à la place des personnes parce que ça concerne les personnes. Mais en fait, c'est vraiment là où c'est là où on parlait de définition. Oui. Si la définition, c'est que la prostitution, c'est avoir un acte sexuel avec une ou plusieurs personnes avec une compensation moyennant finance, ou moyennant rétribution matérielle ou financière, quelqu'un qui a un rapport sexuel avec passion et qui se fait payer pour ça, c'est quelqu'un qui se prostitue. C'est de la prostitution. Non ? Pour moi, il faut voir la situation au plus large que possible. Tout à l'heure, justement, on a repris la définition, on parlait de système prostitutionnel et non pas de prostitution, parce qu'en fait, c'est bien ça, c'est qu'il faut remettre le tout dans un cadre. On n'a pas juste la personne prostituée et le client. On a tout ce qui gravite autour, à savoir, justement, tout à l'heure, on a parlé de traite, on a parlé aussi du proxénète aussi, qui peut être un élément gravitationnel autour de, justement, cet échange transactionnel. Mm-hmm. Et du coup, pour moi, c'est vraiment tout ce système autour qui change qu'en fait on a là tout à l'heure on parlait de relations saines où en fait la personne elle va donner de son corps pour et en échange en fait ce qu'elle va recevoir c'est des cadeaux, mais au final il n'y avait pas de vulnérabilité avant. C'est un accord qui a été pris entre deux personnes qui sont consentantes, qui ont bien réfléchi, qui ont bien discuté avant, où justement la discussion a été créée auparavant pour pouvoir réunir ces conditions là. Et après, on a d'autres situations où, en fait, on parlait, je disais tout à l'heure, de non-choix, où la personne va, peut-être donner un consentement, une forme de consentement, mais au final, derrière, qu'on creuse un petit peu plus, on voit que finalement, ce consentement-là n'était pas dirigé. Coup, par rapport à ma question de est-ce que ça peut répondre à un choix libre et consenti, vous répondez qu'il faut bien enquêter derrière pour voir qu'est-ce qui se cache. D'accord. Et que personnellement, dans toutes les femmes qu'on accompagne, j'en ai connu aucune dans ce cas-là. Aucune, jamais. Et m'ont toujours dit, je n'en peux plus, je veux arrêter, je n'ai pas le choix, je vais très mal. Ok, d'accord. Alors, bon, on va devoir passer aux questions des abonnés. Moi, j'ai une question par rapport à ça, mais on va devoir quand même passer aux questions des abonnés. Alors, comme habituellement, je vous invite, chers téléspectateurs, à nous suivre sur la page melimelo.fwi. Vous activez la petite cloche et puis vous interagissez avec nous. Vous avez été quand même très actifs pour ce thème-là. On a eu bien plus de questions, mais bon, on ne pourra pas, vous savez déjà, le temps n'est pas notre allié dans ces cas-là. Mais n'hésitez pas. Beaucoup d'anonymes aussi. Vous connaissez déjà. Vous pouvez aller aussi sur notre boîte email et nous faire un petit mail pour garantir plus d'anonymat. Donc, on commence tout de suite. On a Sophie qui nous dit « Avec l'arrivée des Cardi B et consorts et de toutes les stars comme Kim Kardashian qui ont percé dans l'industrie grâce au sextape, je pense que la prostitution se libéralise. Peut-on toujours parler de prostitution ?» Alors, on parle du cas des stars internationales. Voilà, c'est ça. Alors, toujours, on reste dans des cadres qui sont différents de ce dont on vient de parler, justement, où on parle de personnes qui vont proposer des services, en tous les cas de la musique, des spectacles, des shows, en échange de la musique, ce qui est quelque chose qui est réglementé dans l'État, c'est quelque chose qui se fait. Et du coup, forcément, les personnes qui vont essayer de le remettre à leur niveau, ça va être avec justement des éléments, un environnement différent. Et on pourrait parfois tomber du coup dans de la prostitution, mais il faudrait du coup plus détailler les situations pour pouvoir avoir une réponse plus claire. Mais voilà. Oui, juste pour compléter, en fait, il y a, je ne sais pas si de plus en plus, peut-être c'est exacerbé par les réseaux sociaux, par cette escalade de la représentation. Après, l'hypersexualisation des femmes, c'est pas d'aujourd'hui.
Et en fait, ça constitue toujours un élément qui permettrait à une femme, beaucoup plus qu'à un homme, à avoir plus de visibilité, malheureusement. Ouais, donc moi je parlerai encore d'un recours où en fait c'est un levier quelque part, mais encore une injustice sociale, quoi. À mon sens, oui. Et du coup, c'est vrai que ça transmet encore dans notre culture, dans notre fonctionnement, dans nos représentations de qu'est-ce que c'est un homme, une femme, cette banalisation de l'hypersexualisation et de la commercialisation du corps de la femme comme étant avant tout un objet de désir, avant de penser à son propre désir, son propre plaisir, qui quand même devrait être la base. Et en plus, c'est complètement faux, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les prostituées que vous rencontrez ne sont pas particulièrement hypersexualisées, ne sont Absolument pas bien au contraire. Voilà, c'est Nous, ça. on fait aussi d'autres activités, et on fait des cours de français, on fait plein d'autres choses, on fait des formations, et ce sont des dames qui sont absolument pas dans l'hypersexualisation. Pas du tout. Mais effectivement, ces phénomènes-là, je pense que voilà, c'est les mêmes causes et c'est les mêmes conséquences. C'est ça. On continue, on a Anonyme qui dit « À quel moment pouvons-nous réellement parler de prostitution ?» Je demande parce qu'aujourd'hui, avec OnlyFans, on en parlait tout à l'heure, et d'autres réseaux du même genre, on peut vendre des prestations sexuelles au calme. C'est de la prostitution ? Pour répondre oui, clairement c'est de la prostitution. On a justement un acte sexuel qui est tarifé et qui est du coup une transaction qui est faite autour de cet acte sexuel. Et du coup, dans tous les cas, ça reste de la prostitution. Aujourd'hui, notamment chez les jeunes et avec les réseaux sociaux, on voit encore plus l'avancée de tout ce qui est mime et OnlyFans, puisque c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus accessible et qui du coup permet, en fait, qui ouvre une porte justement qui n'était pas là avant, en fait entraîne vers la prostitution, mais ça reste de la prostitution. Et puis prostitution des mineurs, en fait. Absolument. Voilà, c'est ça, prostitution des mineurs. Donc attention à ces plateformes-là, mime et OnlyFans. Alors, encore une autre personne, Anonyme. Donc beaucoup d'anonymes, vous l'aurez compris, puisque sujet délicat aux yeux de la société. Donc, j'ai été un grand consommateur, si vous voyez ce que je veux dire. Si avant, on avait une majorité de H et de Santos, je pense qu'il parle des H haïtiens et Santos des dominicains. Voilà, Aujourd'hui, il y a beaucoup de Mada dans l'affaire. La faute à la vie chère. Je ne sais pas s'il y a plus de Martiniquais dans l'affaire ou pas. Alors, au niveau des mineurs, on l'observe beaucoup. Ok. Avec une prostitution qui ne porte pas son nom. Ok. Voilà, pour des plans villas, des plans, etc. Autour des yoles, etc. Oui, c'est ça. Une banalisation. Mais c'est quand même impressionnant comment des mineurs peuvent... Ah ben oui, forcément. Je demande à dire comment elles peuvent payer les villas, mais bon. Voilà. Et du coup, il y a toujours ces facteurs de vulnérabilité. Donc, difficultés sociales, difficultés financières, forcément, mais pas uniquement. Il y a aussi des personnes qui sont en détresse psychologique, émotionnelle. Tout à fait. Manque de cadre, manque exactement. Et la banalisation de la pardon, je commence à perdre mes mots. La prostitution. L'hypersexualisation du corps des femmes, enfin voilà, toutes les choses qu'on a déjà évoquées, mais oui, c'est une réalité. Alors je sais pas, parce que comme c'est un phénomène qui est tellement invisible, c'est difficile de se prononcer si c'est plus, si c'est moins, est-ce qu'on en parle plus, est-ce qu'on le voit plus, ça c'est compliqué. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours existé et qui ne porte pas son nom. Il y a beaucoup de femmes aussi adultes qui nous parlent de personnes qui les aident. Voilà, un certain nombre de personnes qui leur permettent de payer des factures, qui leur permettent de payer la cantine, et elles ne le nomment pas ainsi, et elles ne l'assument pas ainsi, parce que aussi pour... Et au-delà de l'assumer, je pense même qu'elles ne l'identifient pas. Voilà, on est d'accord. Ne l'identifient pas du tout. Absolument. C'est-à-dire que pour elles ne sont pas... Et je vais vous dire, et puis il y a aussi une atteinte à ton intégrité, c'est-à-dire c'est compliqué. Ça reste quand même violent. Alors, je ne vais pas citer par respect, mais j'ai connu une personne âgée qui m'expliquait, avec beaucoup de... toujours dans une démarche de transmission, de protection, etc., qui m'avait dit, écoute, je me suis retrouvée orpheline et j'ai fréquenté tel ou tel monsieur parce qu'il fallait bien que j'ai un toit. Et c'était une époque où il n'y avait pas encore autant de droits pour la femme. Je crois qu'il n'y avait pas encore le RSA, il n'y avait pas encore la CAF, les allocations familiales, etc. Et donc du coup, cette personne âgée-là explique pourquoi elle a fréquenté, mais lui dit...
est-ce que tu sais que ce que tu as fait là, c'est de la prostitution? C'est l'anéantir. Absolument. C'est absolument violent. C'est-à-dire qu'elle sera dévastée d'imaginer que son effort de survie et puis être comparé à de la prostitution. Oui. C'est vraiment très compliqué. Comme vous avez dit, en fait, il faut souligner que justement, c'est un effort de survie, que c'est pas quelque chose qu'elle a fait d'elle-même naturellement et que c'est quelque chose qu'elle a été emmenée à faire parce qu'elle n'avait pas vraiment d'autre choix pour se débrouiller. Et en fait, on replace toujours le victime de prostitution parce que, justement, il n'y a pas vraiment le choix. Ça Moi, je suis pas originaire de la Martinique. Je suis arrivée en Martinique, j'avais 19 ans. J'ai fait mes études ici et je me rappelle que j'avais des copines de mon âge qui me disaient aussi, qui me conseillaient sans donner ce terme-là, mais qui me disaient si tu es avec un gars, il faut qu'il te paye le permis, il faut qu'il te paye machin, sinon tu lui donnes rien, tu ne donnes pas de sexe, etc. Et pourtant, elle n'était pas nécessairement d'une détresse absolue. Il y a ces difficultés comme partout. Mais parce qu'il y a aussi une normalisation, une banalisation de ce phénomène-là et du fait que quand je suis une femme, moi en tant que femme, je sais que j'aurai moins d'opportunités pour me débrouiller financièrement qu'un homme, puisque nécessairement on pense tout de suite à la maternité, on pense tout de suite à des charges qui sont un peu autres par rapport à comment on se construit dans la société. Et nécessairement, un petit peu le chemin d'une femme, il va s'orienter par là, dans le fait que je m'en sors comme ça. Et sans s'écarter du sujet, je fais quand même le petit parallèle. C'est tout à fait lié à la problématique de la vie chère et plus largement de notre culture, de notre héritage colonial, même si on n'est pas sur le sujet, mais on reconnaîtra dans l'histoire que la femme la femme esclave qui était dans la maison à servir le maître de toutes les façons, donc aussi bien en termes de ménage, etc., que de services plus intimes, était quand même mieux habillée, mieux nourrie, mieux protégée. Peut-être moins maltraitée aussi. Moins maltraitée, voilà, que celle qui était au champ. Si c'est une autre forme de maltraitance, mais oui. Voilà, et qu'on a quand même ça en héritage génétique, en héritage culturel, en héritage, j'ai envie de dire, transgénérationnel. Bien sûr. Et la question que je voulais poser par rapport à ça, donc je rebondis sur la question de cet abonné-là, qui dit la faute à la vie chère, donc on l'a bien compris, plus on est pauvre et plus on est sujet à ça. Mais moi j'ai cette question et je pense qu'il y a des téléspectateurs qui se la posent, un peu plate quand même, mais je la pose quand même. On peut se dire, mais 2 ans pour quitter le parcours de soins, le parcours de sortie de prostitution. Voilà, le parcours de sortie de prostitution. Mais si ça paye si bien que ça. Mais est-ce que ça paye si bien que ça? Voilà. Ma question, c'est que je me dis, mais ce n'est finalement pas si bête que ça. Non, absolument pas. On a beaucoup, comme on le disait au début, de représentations, de fantasmes. Et moi, avant de travailler là-dedans, et je pense nous toutes et nous tous, de représentations fantasmées et bien loin de la réalité. Oui, on s'imagine des choses incroyables. Et puis il y a des discours qui circulent qui nous confortent dans cette idée-là. Tout à fait. Et je vous assure que c'est absolument pas la réalité, puisque, comme on le disait au début, la plupart des personnes ont à charge de la famille, donc l'argent entre et sort immédiatement. Les femmes, alors je vais être... du proxénétisme. Oui, aussi, il y a du proxénétisme, il y a aussi merci de me souligner ça, les personnes aussi qui louent les espaces, qui s'en mettent plein les poches aussi, vous imaginez bien, profitant de la situation. Et j'ai oublié la fin de ma phrase, pardon. Non, mais en tout cas, elle ne gagne pas tant que ça, en fait. Absolument pas. Voilà. Et en fait, oui, pardon, c'est aussi, quand tu es en situation de prostitution, il faut savoir aussi que tu es soumis à de la violence quotidienne. D'accord ? Donc, le tarif que tu vas fixer, c'est pas forcément celui qu'on va te donner. Voilà, c'est ça. Bien souvent, tu vas finir par te faire agresser, blesser, voire tuer, puisque ça arrive. Et tu n'auras pas à gagner ce qui était convenu au départ, sachant que les tarifs convenus sont quand même extrêmement bas. On parle entre 10 € à 30 €. Oui. Donc les 150, 200 € la demi-heure. Personnellement, je ne sais pas d'où ça sort, personnellement. Mais voilà. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées et qui mettent un peu des paillettes là-dessus. Parce que quand on fait les petites blagues, comme je disais, des blagues qu'il faudra cadrer après cette émission, où on est comme une sensibilisation, on se dit, bon, c'est plus si drôle que ça, mais quand on fait ces petites blagues-là en famille, c'est parce qu'on est persuadé qu'une journée de travail, je ne sais même pas combien coûte une journée de travail, mais admettons qu'on est sur la base du SMIC et qu'on a travaillé 7 heures, une journée de travail, 70 €.
70, 72, entre 70 et 80 euros. Ou plus, je n'en sais rien. Mais à peu près cette fourchette. On se dit, mais tant qu'à faire, si je peux me faire 200 euros, 300 euros, 2000 euros en une journée, si je fais 2 journées, j'ai réglé mes problèmes financiers. En fait, par rapport à cette idée... Mais c'est des idées, vraiment. C'est très loin de la réalité. Et c'est important de le répéter. Et il faut aussi se rendre compte que c'est un monde où se répercutent aussi toutes les dominations qu'on connaît à l'extérieur. Donc, tout ce qui est racisme, donc forcément, les personnes qui sont prostituées sont traitées un peu comme du bétail avec des critères où se répercutent, comme un esclavage. Voilà, où se répercutent tous les schémas de domination. Donc, au niveau de tes origines ethniques, c'est ça. Au niveau de ton origine... Du colorisme. Exactement. Donc, plus je suis claire et plus je recherche. Donc on imagine déjà tout ce que ça comprend et toutes les violences que ça implique. Sachant que dans ces cas-là, le client, bien souvent, est en impunité et il va se montrer très violent. Nous, on a constamment des femmes qu'on accompagne qui se sont fait agresser. Constamment. Et qui sont vraiment très abîmées physiquement parce que c'est quotidien. C'est ça. On continue. Oui. On a Lim. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter, mais soit on essaye quand même le plus possible. Donc, on a Lim qui dit... Bon, je ne sais même pas si on devrait, mais on va le faire. Il n'y a pas que du mauvais dans la prostitution. D'ailleurs, on parle de métier, du plus vieux métier du monde. J'ai un copain, assez important... J'ai un copain qui emmenait son fils handicapé au moins une fois par mois pour lui permettre d'avoir une sexualité. C'était la seule solution qu'ils avaient trouvée avec sa femme pour aider leur fils dans sa vie de personne handicapée. Je te laisse répondre, Angèle. Alors, nous, on en avait justement discuté dernièrement. Et il est vrai que, en fait, le problème avec les personnes qui sont en situation de handicap, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre le message qu'elles veulent faire passer. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tout être humain, elles ont des besoins, et aussi des besoins sexuels. Et en fait, le truc, c'est de réussir à... Nous, comment on s'exprime, quand on a un besoin sexuel, on est en couple, on va aller voir son partenaire, on va aller faire l'exprimer de façon douce ou amicale. Et lui, en fait, il va trouver une autre moyen de l'exprimer. Et c'est sur cet autre moyen de l'exprimer qu'il faut se pencher et voir, en fait, est-ce qu'on peut le trouver une solution différente. Et à ce moment-là, effectivement, comme tout être humain, il a des besoins sexuels, je suppose qu'il a besoin de se relâcher, de se détendre, etc. Mais en fait, peut-être que c'est le toucher qui lui plaît plus, il a besoin de se sentir touché, il a besoin d'être nu devant quelqu'un. Et en fait, ça peut s'organiser de façon différente que aller voir une prostituée et continuer dans ce système prostitutionnel qu'on connaît actuellement. Je pense que là, du coup, on est sur une vraie problématique de santé et même pas dirigée seulement par rapport à la prostitution. Et je comprends encore mieux la question du système de prostitution. Puisque moi, j'ai eu à accueillir des jeunes en situation de handicap. Et c'est vrai que quand on parlait avec les parents, les solutions sont médicamenteuses. On lui donnera un petit comprimé ou quelques gouttes qui fera qu'il perdra sa libido et puis on n'en parle plus. Et les parents étaient très embarrassés parce que ça devenait une solution, mais en même temps, ils ne trouvaient pas juste de priver leur enfant de cet aspect-là de la vie, de cet aspect de la vie, surtout que c'était des enfants qui étaient inscrits dans des cycles de développement, d'acquisition de nouvelles compétences, de recherche d'autonomie, et ils n'étaient pas dans une sexualité dangereuse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de masturbation jusqu'au sang, il n'y avait pas ce genre de choses. On n'était pas sur des choses comme ça, on était sur vraiment un jeune homme handicapé ou une jeune fille, d'ailleurs. Ou une jeune fille. On pense toujours besoin de masculin, mais il y a des besoins féminins. Mais en tout cas, pour le cas que j'ai eu, un jeune homme handicapé qui a une érection parce qu'il a vu une belle fille et qui ressent du désir et qui l'exprime d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que ça faisait partie des solutions qui venaient, ou bon, peut-être que ce serait bien de l'emmener voir une prostituée une à 2 fois par mois. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, puisqu'on parle de la prostitution, on se dit, mais ça doit être quand même particulier, même pour la personne prostituée, accompagner quelqu'un en situation de handicap, ce n'est pas évident. Non. Et se retrouver seul face à une personne en situation de handicap, qui peut effectivement avoir des gestes particuliers, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on réduit souvent ce besoin, comme Angèle disait, à l'acte sexuel, alors sans voir tout l'aspect
de tendresse, d'affection, de relation, tout simplement humaine, et d'essayer, c'est pas évident, hein, franchement, j'entends bien que c'est très compliqué, mais essayer effectivement peut-être d'envisager ces besoins-là dans un spectre plus large pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut y répondre, sans en fait effectuer une violence sur une autre personne. En fait. C'est ça. Alors on continue avec Sam qui dit « Moi, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. La majorité des prostituées sont des filles qui ont quitté la misère de leur pays pour avoir un avenir meilleur en Martinique. Comment elles font pour tomber dans la prostitution alors que l'objectif de départ était de sortir de la misère? Je ne comprends pas. » Absolument. Donc la plupart des personnes, les personnes qu'on accompagne, c'est 99% des femmes qui sont migrantes, qui ont quitté leur pays pour ces raisons-là, généralement de survie, hein, puisque une partie de la famille a été assassinée, la maison a été incendiée, etc., à la recherche d'une vie meilleure pour elles, mais aussi souvent pour les enfants. Et en fait, bien souvent, il y a un autre projet. Hein. Il y a un projet soit de faire des études, soit de travailler. On t'a peut-être promis qu'il y aurait une possibilité, ou soit il y a eu... tu as entendu des bruits qui te disaient que oui, c'était possible de travailler, oui, tu pouvais avoir des aides, etc. Et puis quand tu arrives sur le territoire, les choses ne sont pas du tout comme ça. Et peut-être la personne qui t'avait promis du travail, finalement, te dit, aujourd'hui, tu as des dettes, parce que je t'ai fait passer, il va falloir rembourser, et maintenant... Et donc, c'est ça que tu vas faire. C'est ça. Alors, on a d'autres questions très intéressantes, mais le temps file. Il faut qu'on ait le temps quand même de faire des bons plans. Par rapport à ce que tu disais, moi, je me suis posé la question au cours de l'émission. Je me suis dit, mais il y a des endroits où c'est peut-être pas légal le terme, tu as expliqué les différents... Oui, tout à fait. Comme Saint-Martin. Absolument. Et je me dis, mais pourquoi la Martinique, où ça va être compliqué justement parce que c'est pas légal, parce que ça va être plus difficile de s'intégrer? Pourquoi elles ne font pas le choix de Saint-Martin, par exemple? Il y en a beaucoup qui passent par Saint-Martin, ou qui soit par transit, mais qui n'y restent pas. Pas forcément. Alors, il y a aussi la recherche de meilleures conditions de vie. Ok. Parce qu'il faut savoir que c'est très violent, ces systèmes-là. C'est très précaire, c'est très violent. Et qu'il y a aussi une recherche de meilleures conditions de vie, avec plus de sécurité, avec meilleure opportunité pour les enfants d'aller à l'école, de recevoir des soins de santé, etc. Et que, voilà, c'est des systèmes qui sont quand même extrêmement... qui ne sont pas sécurisants, en fait, et qui sont très violents. Et puis, comme disait ma collègue tout à l'heure aussi, comme vous disiez aussi, on a la vision qu'en Martinique, ce sera toujours plus beau, on va trouver plus de chances, plus d'opportunités, etc. Okay. Et du coup, effectivement, passer par migratoire, par Saint-Martin, et en fait, aller en Martinique avec l'espoir de pouvoir accomplir ses projets et de se développer et de pouvoir gagner plus d'argent, pouvoir avoir une situation tout simplement plus stable, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, la Martinique fait quand même miroiter... Oui. Voilà. Sauf que la réalité est tout autre. Voilà. C'est ça. Alors, on va passer au bon plan, mesdames, parce que malheureusement, on est pressé par le timing. Pourtant, c'est dommage, on avait de super questions. On avait un témoignage d'une femme qui expliquait qu'elle avait une amie guyanaise qui a pu survivre au décès de sa mère, etc., continuer ses études grâce à la prostitution. Enfin, on avait pas mal de choses, mais on sera obligé de s'arrêter. De toute façon, on ne va pas oublier de dire à nos téléspectateurs qu'ils peuvent se rendre sur la page Instagram du Mouvement d'Uni. Hein. On a fait passer l'extrait et vous pouvez retrouver, vous rapprocher. Vous étiez en train d'expliquer qu'il y a pas mal de manifestations en ce moment. Vous êtes... Oui, par rapport au 25 novembre, donc de journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc là, tout ce week-end, il y a eu pas mal de manifestations à Sainte-Marie, à Fort-de-France également. Et là, il y en a encore aujourd'hui sur la place de l'enregistrement près du centre Périnon. Ok. Et puis, il y en aura d'autres encore. Ok, d'accord. Bon, génial. Alors, du coup, nous, on va passer au bon plan de l'émission. Donc, on a retenu pour vous 2 bons plans. Donc, le premier, c'est un livre qui s'appelle Bao, 16 ans prostituée. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je n'en ai pas celui-là. On a l'image là, donc 16 ans prostituée. Et donc, c'est le témoignage d'une jeune fille de 16 ans. Donc, à l'âge de 16 ans, Bao, qui a grandi en région parisienne, tombe dans les griffes de proxénètes à peine plus âgés qu'elle, qui chassent sur les réseaux sociaux. Son récit ouvre les portes d'un monde terrifiant, celui de la prostitution adolescente, dont Internet a largement favorisé le développement. Mais son témoignage est aussi porteur d'espoir. C'est l'histoire d'une résilience, de sa descente aux enfers à sa reconstruction, qu'elle a menée grâce à sa force vitale, mais aussi à l'écoute de personnes remarquables, travailleurs sociaux, soignants, juges, policiers. Bao a aujourd'hui 24 ans,
Ce livre, elle l'a écrit avec le journaliste Rémi Barbet, ancien éducateur en protection de l'enfance, pour alerter les adolescents et leurs parents sur les pièges de la prostitution 2.0. Donc voilà, je vous souhaite, si vous avez la possibilité, une bonne lecture. Je pense que vous êtes très informés, mais je pense que pour les autres et même les éducateurs, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, on pense à la drogue, bien sûr, on pense aux violences intrafamiliales, on pense au vol, on pense à plein de choses, on pense à la rébellion, on pense au décrochage scolaire, mais on ne pense pas forcément on pense que ça arrive toujours aux autres. C'est ça. Et c'est choquant, même pour nous, hein, quand on intervient auprès de mineurs et qu'on s'aperçoit qu'il y a des mineurs, ça reste toujours choquant. C'est ça. Et c'est compliqué et c'est très invisibilisé. Donc oui, effectivement. C'est ça. Et puis deuxième bon plan, donc là ce sera un peu plus divertissant, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est très beau ce que vous allez voir. Donc moi je vous conseille de pouvoir visionner sur Netflix la série Irramondi, les diamants de la cour. Donc c'est une série Netflix, comme je disais, indienne, qui raconte l'histoire d'Irramondi, où il y a eu des courtisanes qui avaient un rôle, si vous voulez, politique dans la société. Et je trouve cette série intéressante parce qu'elle montre à la fois le rôle que les prostituées ont eu dans la société sur le plan politique, social, mais également à quel point elles ont souffert, quel a été le combat entre elles, contre la société. En fait, ça nous montre un petit peu, ça nous permet de voir un petit peu quelle a été la place des prostituées au cours des siècles et dans les différentes sociétés. Donc, je vous laisse regarder un extrait. Donc voilà, donc une série à regarder tranquillement, ça peut permettre un peu de découvrir l'histoire de la prostitution à travers d'autres cultures. Alors on est arrivé au terme de notre émission, je vous laisse un petit mot de fin. On commence avec toi. Merci de nous avoir reçus, c'était très intéressant. J'espère que du coup, on va pouvoir avoir des retours de l'émission aussi. Nous, au niveau de l'association, ce serait super intéressant pour nous, ne serait-ce que de pouvoir échanger avec des personnes, avoir leur vision et adapter du coup tous nos moyens de communication extérieurs pour pouvoir sensibiliser le plus largement la population. Ouais. Merci à toi. Merci également pour l'invitation. J'espère qu'on aura pu être suffisamment clair et qu'on aura pu faire un petit peu poser des questions, faire un petit peu évoluer la vision là-dessus. Et c'est vrai que nous, c'est important pour nous aussi d'avoir toujours des retours, même les questions. C'est vrai que c'est toujours enrichissant pour nous de comprendre un petit peu mieux le dehors, le dedans, si je puis dire, et de faire évoluer aussi nos pratiques pour être encore plus efficace sur ce qu'on fait. Juste à ajouter qu'il y a aussi un podcast qu'on peut conseiller aux personnes qui s'appelle La vie en rouge, qui est produit par le Mouvement du Nid, où vous allez pouvoir trouver des témoignages de survivantes de la prostitution et pas mal de choses qui sont très très bien faites. Donc c'est assez lourd à entendre puisque c'est forcément des parcours de violence, mais c'est vraiment intéressant. Donc je vous conseille. Merci beaucoup. Merci Alice. Merci Angèle. Vraiment, je suis ravie de vous avoir reçu. Je crois que cette émission-là a tout son sens, même pour nous qui accompagnons, de mieux percevoir les enjeux de la prostitution, mais surtout de bien comprendre qu'il s'agit d'un système, pas uniquement de quelqu'un qui se prostitue, mais véritablement d'un système social. Bon, il y avait une question un peu plus politique, on n'a pas pu l'aborder, d'ailleurs il faudra que je rende l'antenne, donc je ne vais pas être trop longue. Mais en tout cas, merci beaucoup, puisque ça nous a vraiment permis de voir la chose autrement, et puis de développer aussi de la bienveillance, du respect, bien comprendre que ce n'est pas un choix de fornication ou de vice, c'est vraiment des personnes qui sont en souffrance et qui font du mieux qu'elles peuvent avec le peu de moyens qu'elles ont par rapport aux réalités de la vie.
Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous savez déjà, hein, vous pouvez retrouver l'émission sur Facebook et sur YouTube, les pages de Zouk TV. On vous remercie pour votre écoute. On vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Soyez bienveillants et à l'écoute des personnes qui vous entourent. Et puis, à très bientôt. Je vous embrasse. Bisous. Bye bye.